Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. Un bonjour aussi à ceux et celles qui nous écoutent en podcast. La composition de cette feuille de match, la 277e ce soir. Il est notre gardien de but, il a pu voir son idole de près cette semaine. Il va gérer les réseaux sociaux et la technique vidéo. C'est Vincent, comment il va Vincent ? Ça va super, merci. Je l'ai juste vu de près parce que c'était pile le moment où il y avait Denis Jarraud qui arrivait pour faire l'interview. Donc j'ai pas vu faire la photo avec... Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est avec César Gelabert, bien sûr. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu as le même gabarit que lui. Je il est grand, enfin, merci. Techniquement. Merci, tu t'es bien rattrapé. Pas déconner. Du coup, je voudrais bien avoir l'interview la prochaine fois, quand même, s'il te plaît. Ouais, bah écoute, révise ton espagnol, mec. Je suis chaud. Bah, écoute, moi, j'espère, même le coach en catalan, non ? Tu veux pas te chauffer un peu ? Ouais, ça va falloir bosser un peu plus, mais oui, ça peut se faire. En défense centrale, c'est celui qui tient la barre. Le capitaine, c'est celui qui tient la barre, comme il nous le dit si bien son jingle. C'est Fred. Oui. Bonsoir. On te l'offre. C'est cadeau. Merci, Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, j'avais envie de te faire plaisir. Ça fait trop plaisir. Comment ça va, Fred ? Ça va très bien. C'est en forme ? Ouais, c'est le week-end. On va bien décompresser. Et voilà. Quoi. Ça part en bus en plus la semaine prochaine. Ouais. Avec le chien ou pas ? Arrête. Au milieu de terrain, il est recherché par tout un bar et tous les étudiants de Toulouse pour avoir fait une manche de rap US beaucoup trop dure. Tout le monde veut l'attraper. C'est bien sûr Sacha. Comment il va, Sacha ? Ça va très bien. Alors, je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Ah bah, je peux te dire que les gens du local de mercredi savent très bien de quoi je parle. Écoutez, il fallait peut-être réviser ces classiques. Ouh là 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 là. Non, je déconne. Mais en tout cas, ça ça va bien. Et ce soir, je suis venu accompagner, je suis venu avec mes cheveux. Donc voilà. Un peu de changement. Le mec s'autoclasse, c'est génial. Non, mais j'anticipe. Il y en a un là-bas, je me méfie de lui. C'est quoi ? Non, faire aucune blague capillaire, t'as vu ma... Non, mais ça va très bien. Je suis très heureux du plateau de ce soir. J'ai hâte de pouvoir discuter. Et voilà. Bon week-end, on va souffler un peu. Et une fois que j'aurai fini mon mémoire de stage, ce sera beaucoup mieux. Pourquoi t'as fait c'était une insulte ? Puis ton stage, t'es bien, non, quand même ? C'était très bien, mais après, il faut écrire 40 pages. Ah, mais ça, c'est pas notre problème. Il est encore titulaire ce soir, il enchaîne les bonnes prestations, il est bien meilleur que certains de nos attaquants. C'est bien sûr Elliot, comment il va ? Eh ben écoute, très content d'être là ce soir et malheureusement je suis blessé, donc je vais juste regarder tout le monde jouer. J'ai hésité à te présenter en disant c'est le seul mec qui se blesse dans sa rééducation en allant chez le kiné, mais je me suis dit c'était un peu violent. Non, t'es pas obligé de le dire ça. En tout cas, très content d'être là ce soir. Et pour coacher tout ça les gars, on a un vrai coach. Ouais. On a un vrai coach diplômé, on parle pas là du mec qui coach le U17 de Saint-Simon là, coucou Mehdi. On a l'entraîneur des féminines du TFC, Antoine, comment ça va ? Ouais, ça va super, très heureux d'être là. Vraiment. On est très content aussi. Un grand merci pour votre invitation. Très très content. Antoine, vous l'entendez tous les mardis pendant à peu près 4-5 minutes par des vocaux parce qu'on se fait des petites interviews pour faire les résumés de match, mais là, il est en plateau et il est avec nous pendant une demi-heure. Enfin pendant une heure, pardon. On aura une demi-heure d'entretien, mais pendant une heure. Donc, si vous avez des questions pour Antoine, n'hésitez pas à nous les poser, que ce soit sur nos réseaux, parce que vous pouvez bien sûr avoir l'émission sur la feuille de match, donc Facebook, Twitch, ainsi que YouTube. Vous pouvez réagir avec le deuxième foot aussi sur Twitter, la feuille de match sur Insta. Parce qu'on a du monde qui est connecté, mon cher Vincent. Ouais, on a du monde, on a Freefly qu'on a croisé lors de l'entraînement mercredi et qui donc vient de découvrir que c'était bien Jean Rau qui était l'invité, qui a été interviewé. Il y a justement Henri, le supporter numéro 1 de Denis Jean Rau qui est très content, qui est là. On a aussi donc Fab et Olivier qui nous saluent sur Facebook. On embrasse tout le monde. Ouais, n'hésitez pas à vous poser vos questions pour Antoine, ce sera à partir de 20h, 20, 30. Vous savez un peu comment ça marche. On a commencé à l'heure, c'est un miracle. Donc voilà, le programme, les actus du TEF, petite interview avec Denis Genreau qui sera passé, l'entretien avec Antoine Gérard, coach des féminines du TFC. On va prendre toute la globalité. On va pas parler que des seniors, on va parler aussi un peu des U23, des U19, mais aussi de la belle saison que les filles réalisent pour la D3. Voilà le beau programme pour cette 277e émission. C'est parti. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, deux nouvelles programmations, messieurs, puisque Rennes TFC, ce sera le samedi 13 avril à 21h. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les commentaires au Danus. C'est un premier match à 21h de championnat, j'ai envie de dire. Ouais, en plus un samedi, c'est super rare. Donc, écoute, d'habitude, c'est la Coupe d'Europe. Donc, j'espère qu'il y aura une ambiance Coupe d'Europe. Mais ça sera, du coup, pour ceux qui veulent aller à Rennes. Mais pour nous, ce sera au Danus et TFC Marseille le dimanche 21 avril à 19h. Alors là, les mecs, ils ont fait un choix. Ils se sont dit, c'est un match quand même important, mais pas assez pour un prime. Mais 17h, il y a déjà un match calé. Venez, on le met à 19h. Et on a dit, je préfère ça qu'un match à 13h. Ah ben alors là, totalement d'accord. Totalement d'accord. Ouais, ça fait rentrer pas si tard que ça un dimanche non plus en soi. Donc,
pourquoi pas. Ça fait un long apéro quand même, Fred. Non mais bon, moi j'aime bien les matchs en soirée. Je préfère que 13h, je sais pas qui l'a dit. Puis alors, moi, tu prêches un convaincu. L'époque du multiplex le samedi soir, le 20h. c'était l'âge d'or. Ça évolue. Ouais, le challenge orange et tout. Voilà. Sacha demande qu'on peut être un vieux con à 20 ans, c'est bien quand même. Félicitations. Je m'entraîne. On enchaîne. Ah, c'est à moi de s'enchaîner, Oui. pardon. La Ligue 1 va changer de nom. Et- On en avait parlé un petit peu, maintenant c'est officialisé, donc ça passe de la Ligue 1 Uber Eats à la Ligue 1 McDonald's. Ça rentrera en vigueur à partir donc, de la saison 2024-2025 pour 3 saisons, pour environ 30 millions par an, alors qu'on était avec Uber Eats aux alentours de 15 millions. C'est une bonne nouvelle aussi en direct pour les clubs qui verront forcément aussi leurs revenus augmenter, tout simplement. Donc après, est-ce que ça change quelque chose réellement? Le naming vous gêne pas, vous? Si. Vous disiez aussi. Non, je sais pas. Après, c'est une histoire d'argent, comme d'hab. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Celui qui met le plus de pognon, il sera Je vais pas faire le mec qui sort ses valeurs sur l'éthique et compagnie, McDo. Bon, ça change pas grand-chose. Uber Eats, ce que tu veux. Ils ont aligné l'argent au final. Je crois que c'est record, non, pour le Oui, sur la oui, Ligue 1. Même européen. Et ouais, du naming, il y en a de partout. Donc bon, à voir ce que ça change réellement maintenant. Vaut mieux la Ligue 1 que le Stadium, non? Ouais, disons putain, que tant que c'est ça. Ah oui. Le Stadium McDonald's, non, c'est mort. C'est celle-là, ouais. Non, c'est mort. Antoine, toi, en tant que coach, là, c'est du business, hein, mais Ouais, mais je pense que les clubs sont de toute façon à la recherche de financement toujours plus important. Et pour le coup, effectivement, sans doute que les clubs aimeraient privilégier leurs valeurs avant tout en essayant d'avoir des représentants qui correspondent justement à ces mêmes valeurs. Mais si ça les aide à mieux vivre financièrement pour sortir aussi de la période de Covid qui a fait du mal un peu à tous les clubs professionnels, il me semble qu'ils vont pas cracher dessus. ah non, ça clairement. Ça clairement. Après, bon, l'éthique, on y reviendra. Après, là, on est en train de découvrir que McDonald's fait beaucoup d'efforts en France et ils sont en train de nous le vendre comme quoi c'est pas mal aussi. Bon, de toute façon, que ce soit McDo ou soit autre chose, c'est celui qui a aligné plus de pognon, il va être pris. Pour défendre, pour équilibrer, McDonald's après sur les localement, c'est quand même investi auprès des clubs. Ça fait des années qu'ils font des choses avec les jeunes, que ce soit au Stade Toulousain, au Spacer aussi. Ils font des partenariats pour les jeunes qui ramassent des ramasseurs de balles, etc. Donc il y a aussi quand même une volonté depuis longtemps de la chaîne de faire des actions locales autour du sport et autour. Et puis après, ça reste juste du naming. Franchement, quand on regarde la Ligue 1 tous les week-ends, aucun commentateur, personne s'attache à ça. On parle tous de Ligue 1 et au final, c'est question C'est vrai d'argent. qu'on ne dit pas qu'on va commenter la Ligue 1 Uber Eats. Personne dit ça. On va commenter le match. C'est pour la petite pub avant le coup d'envoi. Tu vois. Puis je vais lire un commentaire de Free Fly C'est sur. surtout cette publicité qui va occuper l'écran, qui va changer, mais en soi, ça ne changera pas grand-chose. Puis un Free Fly qui nous dit en commentaire que le TFC avait comme partenaire majeur Burger King. À une époque, c'était Quick et au final. Oui, non, bien sûr. C'est pas un truc qu'on voyait forcément. Bien sûr. Après, si on veut plus d'argent, il n'y a pas de secret, c'est des grosses compagnies. Donc, Oui. Mais c'est les RMC grosses compagnies, c'est pas des mécènes, quoi. Enfin, c'est pas des philanthropes, pardon, je cherche le mot. Mais c'est RMC qui a sorti l'info et apparemment, genre Uber Eats, s'ils avaient su que McDo était sur le truc, ils auraient mis plus de pognon. Apparemment, c'était fait un peu en soum-soum. Mais bon, écoutez, pour les clubs français, ça fera des retombées d'argent. On va enchaîner parce qu'on a un gros programme quand même. Logan Costa, c'est le dernier sélectionné. Il part avec le Cap-Vert. Il a joué son premier match amical hier face à la Guyana et jouera contre la Guinée équatoriale. Hier, il a gagné 1-0. Il était titulaire d'ailleurs. Christian Caceres aussi titulaire avec le Venezuela contre l'Italie. Défaite 2-1. Il a joué 86 minutes. Christian Mawissa et Noël Amadi avec la France U19 ont gagné 2-0 face à la Belgique pour les qualifications de l'Euro 19. Mawissa était titulaire. Je fais rapidement la liste des matchs qui avaient aujourd'hui ou qui sont actuellement en Assoiseau, donc avec le Chili contre l'Albanie, on a Donum avec la Norvège contre la République tchèque, Shaibabika avec le Gabon contre le Sénégal, et donc ce soir à 21h juste après l'émission, Guillaume reste avec les U23 qui jouent donc l'équipe de France contre la Côte d'Ivoire, et j'ai oublié Nathan Skita avec la Finlande contre l'Albanie. Titulaire ? Ouais, Okay. Lucas sur Twitter qui est fan de Nathan Skita a mis un tweet comme quoi il était titulaire avec la Finlande. Pour terminer les news, on était à l'entraînement mercredi. Ouais. On a eu la chance d'aller à l'entraînement sur le terrain avec mercredi. les crampons. Ouais. Écoutez, j'ai dribblé 2 fois. C'est pas du tout. Non, mais c'était sympa. Entraînement sans les internationaux. Ouais. Entraînement avec beaucoup de ballons, pour ceux qui se demandent, beaucoup de jeux réduits. Moi, ce que je dis à Vincent, c'est que le premier jeu d'échauffement, c'est un jeu que je faisais avec mes gamins.
quand je coachais, mais c'était pas aussi bien fait. Mais là, pour le coup, quand c'est des pros, ça, c'est pas mal. Mais c'était intéressant, pas mal d'intensité. Ouais, On a trouvé mine que de c'était rien, quand même, pour un entraînement, on va dire, de trêve international, il y avait pas mal d'intensité, de contact, ça allait au charbon quand même. Ouais, avec un embouclage très en canne. Ouais. Plusieurs fois des sacrés tacles pour aller sauver des balles, parce que c'est sur le jeu de possession, il fallait pas sortir des plots, quoi. Enfin, c'était agréable à voir, sincèrement, il y avait du jeu. Niklas Schmidt, qui joue avec Jalabert d'ailleurs, Oui. et qui a fait un bon entraînement en vrai. Et par contre, ils ont fait un petit jeu réduit là sur 30 mètres, on va dire, avec deux grands buts. Ah, il se posait pas de questions. Et autant il y en a, ils cherchaient à faire des petites passes, des machins. Lui, bam, il avait le ballon, contrôle, il y a personne devant lui, bim, j'allume. Mais vraiment, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment l'un des seuls qui le faisait autant, on va dire. Il faut faire ça, le match. Au niveau affluence, c'était comment? C'est pas les vacances. Et par rapport à la dernière fois, c'était les vacances, il y avait forcément plus de monde. Là, c'était réduit. Après, il y a aussi l'effet visuel, comme c'est comme dans le stadium, donc automatiquement, tu as l'impression que c'est vide. Tu mets ça autour d'une annexe, il y a quand même du monde, sincèrement. Il devait y avoir 200 personnes peut-être. Oui, je pense, mais ouais. Je Je les ai pas ouais. comptés, mais. Et c'était sympa parce que du coup, vu qu'il y avait aussi du monde sur l'autre tribune où il y avait des enfants qui étaient accompagnés par le conseil départemental, ils ont fait des exercices d'un côté devant une tribune, puis ils ont fait l'autre exercice de l'autre côté devant une autre tribune pour que tout le monde en ait pour son compte, pour que tout le monde puisse voir. Et à la fin, tout le monde a pu aller au même endroit pour faire des photos avec les joueurs, avec le staff. Donc c'était plutôt bien fait, bien organisé, c'était assez fluide pour le coup. Un entraînement ouvert au public, c'est quand même toujours cool. Enfin, alors là, c'était dans le stadium. C'est pas mal aussi, mais c'est vrai que moi je trouve que ça me manque. Alors j'irai pas tous les jours non plus, mais j'étais content d'y retourner. Et genre, moi je sais que j'y allais quand j'étais petit, et c'est toujours sympa, même pour les petits qui sont là, ils ont des autographes. Ce que j'ai à Vincent, ce qui est merveilleux, c'est le visage des gamins là quand ils attendent là pour signer, qui sont tous stressés là. Ils ont leur signature, ils ont un smile qui naît sur leur visage. Enfin, c'est génial, et je trouve C'est que le papa qui parle. ouais, super. mais je trouve ça cool. Bientôt. Mais moi, je me suis revu quand j'avais leur âge et que j'étais trop content. Le drapeau qu'il y a derrière Antoine, je crois que j'avais 10 ou 12 ans quand je l'ai fait signer. Pas Et tout jeune, ce logo. ouais, non, les pas tout jeunes. Mais d'ailleurs, les joueurs derrière qui sont dessus non plus. mais voilà, je trouve ça chouette. Et après, il y avait combien de joueurs? Enfin, c'était... Ils étaient assez nombreux. En fait, il y avait tous les Ouais. joueurs à disposition de l'effectif, puisqu'on a eu Dessler et Diarra qui sont Ouais. entraînés à marge. Et on a eu des jeunes qui sont venus en plus des professionnels d'habitude. On avait Vasbauer qui était là, on avait. Chouchou Zuliani. Oui, mais qui est professionnel. Non, Zuliani, ça ne Ah, pardon, serait pas excuse-moi. Oui, professionnel. oui, effectivement. Et il y avait, niveau gardien, il y avait Niflor qui était en plus des 3 gardiens habituels. Donc il tournait, il faisait des exercices à 4 gardiens en fait, sur les 2 cages. Chaque Il y exercice. avait une Juma, il y en avait un autre aussi là, à l'arrière droit là, qui s'était fait les croisés là, à un moment donné là. Je sais plus, j'ai totalement oublié son nom, mais un défenseur de la N2. Ouais. Enfin, c'était intéressant, et ça. Ils ont fait 3 équipes, ils ont fait Ouais. des relèves comme ça. D'accord. Ça envoyait pas mal. Diarra, Dessler, ça recourt un peu, ouais. Oui, Ouais. oui, ça, ils ont fait. En gros, au moins, ils sont passés aux oppositions. Ils sont repartis, je pense, en salle de D'accord. muscu pour faire un entraînement personnalisé, mais sinon, ils sont restés un moment. Et surtout, on a eu quand même l'exclusivité, le plaisir surtout d'avoir Denis Genreau, de s'asseoir sur le banc du TEF avec Denis, de discuter. Alors c'était frustrant parce que ça a duré pas très longtemps, parce qu'on aurait aimé que ça dure plus longtemps. Vous allez voir en plus que j'ai eu plein de questions une demi-heure après avoir fini, en mode aujourd'hui dire ça, mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'était en tout cas très très chouette d'avoir Denis Genreau qui a eu quelques mots et qui a eu quelques messages aussi pour les auditeurs, les auditrices de la feuille de match. Et là je sais qu'il faut que vous soyez coordonnés, donc si vous voulez je vous fais un 3-2-1. Allez, vas-y, Partez fais un ensemble. 3-2-1. 3, 2, 1. Donc on est avec Denis Genreau après l'entraînement au stadium qui est ouvert au public. Denis, comment ça va? Ouais, bien, une bonne séance aujourd'hui, au soleil, au stadium. C'est rare qu'on s'entraîne sur le stadium, donc c'était cool. Puis entraînement ouvert au public, c'est des choses qui se font assez peu cette saison, et c'est une bonne chose aussi d'ouvrir un peu à tout le monde. Ouais, c'est vrai, c'est sympa pour nous de rencontrer quelques supporters, et puis pour les enfants aussi nous voir s'entraîner, parce qu'ils voient les matchs, tout ça, mais les entraînements, c'est pas la même chose. Et puis ils peuvent approcher leurs idoles, on va dire, de près, et ça c'est toujours sympa aussi à prendre. Ouais, c'est vrai pour nous aussi d'échanger avec eux, ils nous posent quelques questions, tout ça, c'est sympa, ils sont mignons tous là, qui sont là. Toi, on va revenir sur ton retour de blessure. Déjà, comment ça va par rapport à ces derniers pépins physiques que tu as eu? Ouais, là vraiment bien. Donc je m'étais fait opérer il y a 2 mois. Normalement, je devais juste louper 2 semaines. Et puis après, les points, ils ont sauté. Et donc ça m'a cicatrisé encore. Et puis ça a pris vraiment longtemps pour se refermer. Donc c'était frustrant parce que j'avais pas mal, mais je pouvais pas m'entraîner parce que c'était ouvert. Donc ça a pris plus longtemps que prévu. C'était vraiment frustrant. Mais là, je suis de retour. Je m'entraîne
comme tous les autres avec le groupe, donc c'est vraiment bien. Là, j'ai plus de douleur, donc je me sens vraiment bien. Mais ça veut dire qu'il y a un retour à la compétition qui va arriver assez rapidement, tu penses ? Ouais, moi je suis prêt physiquement. Depuis quelques semaines, là, je suis prêt. Après, c'est le choix du coach. Après, c'est à moi de faire des bons entraînements et de montrer que je mérite ma place dans le groupe. Mais je suis prêt physiquement. Ouais. On est sur une trêve internationale. Normalement, tu es avec la sélection. L'objectif, c'est d'y retourner aussi le plus rapidement possible. Ouais, c'est ça. J'ai loupé des gros tournois. Là, j'ai loupé la Coupe du Monde, j'ai loupé la Coupe d'Asie là en janvier. Je loupe quelques matchs. Donc, ouais, là, honnêtement, l'objectif, c'était juste de prendre soin de ma santé, de vraiment me sentir bien. Et puis, juste enchaîner les matchs après. Et puis, après la sélection, ça vient après des bonnes performances. Mais c'est vrai, ouais, c'est un objectif dans le long terme de réintégrer l'équipe. Par rapport au groupe, c'est qui le plus chambreur dans le vestiaire ? Le plus chambreur. Il y en a. Il y en a plusieurs. Ouais. Mais je dirais Mawissa. Mawissa, il est chambreur. Guillaume reste toujours en train de chambrer un peu. Mais non, on a un bon groupe. C'est que les jeunes. T'as vu ? C'est que les jeunes, donc c'est étonnant ça. Dans le virage, on dit toujours qu'on est la meilleure tribune du championnat, mais est-ce que tu penses qu'on est vraiment la meilleure tribune du championnat ? Évidemment, spécialement à domicile. À l'extérieur aussi, mais là à domicile, quand on marque, quand on sent l'ambiance du stadium qui monte comme ça, c'est vraiment impressionnant. À chaque fois quand tu es sur le stadium, quand tu es dans la tribune, ça te donne une énergie. C'est la meilleure tribune, c'est sûr. Et un petit mot pour terminer, pour nos auditeurs, nos auditrices, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Merci pour le soutien tout au long de la saison. Il y a eu des bons moments, il y a eu des moins bons moments, mais ça fait partie du foot. Et puis beaucoup d'émotions comme d'habitude. Depuis les 3 ans que je suis là, chaque saison est plein d'émotions. Donc merci pour votre soutien à l'extérieur, à domicile. Et puis on va bien terminer la saison là. Et puis spécialement à domicile, on va essayer de gagner le plus possible. Merci beaucoup à toi, Denis, et bonne fin de saison. Espérons que tu retrouves très vite les terrains. Et voilà, Denis Genreau qui était avec nous. C'était court, hein, mais c'était sympa. Plus chambreur, mais où ça reste. Ça vous étonne ? Moi, ça ne m'étonne pas. Il suffit de regarder Guillaume Rest sur le terrain. Ouais. En tout cas, Denis est en forme, Denis est prêt. Et il attend plus que le signal du coach pour repartir, parce qu'on avait des doutes un petit peu sur lui. On se demandait aussi la blessure qu'il avait eue pendant nos émissions, donc fracture ouverte entre guillemets. Donc ça n'a pas dû être facile pour lui, même mentalement, louper la Coupe du Monde, la Coupe d'Asie. Ouais, surtout qu'il a enchaîné, quoi. Parce que sur les deux, il était dans le groupe, donc c'est vraiment 2 compétitions où légitimement il peut prétendre à une place et qui loupe. Et quand c'est dans une carrière de joueur, que c'est des occasions qui peuvent ne pas revenir aussi, tout simplement. Surtout la Coupe du Monde, c'est vrai que tous les 4 ans, tu vas me dire. Mais surtout qu'il revenait en très bonne forme. Il a fait une très très bonne fin de saison l'an dernier, où on n'attendait pas forcément dans un rôle même de titulaire. Il est revenu, il a eu du temps de jeu et des bonnes performances. Donc c'est dommage. Après, il a fait une fois, il peut leur faire une seconde fois, tout simplement. Est-ce que vous pensez, les gars, qu'il peut retrouver peut-être pas une place de titulaire ou de rotation, retrouver du temps de jeu tout simplement, parce que c'est vrai que c'est un moment qu'on l'a pas vu quand même. Pourquoi pas, mais je trouve surtout que c'est une très bonne nouvelle de se dire que là, maintenant ça y est, et tu rajoutes Dessler, Dira qui reprennent la course. Finalement, il y a quasiment tout l'effectif qui est disponible. Il y a plus ces gros blessés qui nous handicapaient. Donc ça ne peut être qu'une bonne nouvelle, ça donne des possibilités en plus. Et puis moi, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié et qui, je trouve, arrive à se mettre au service du collectif, mais d'une manière assez exceptionnelle. Les efforts qu'il fait sur le terrain, la manière dont il arrive à s'adapter, peu importe le rôle qu'on lui confie, offensivement, défensivement, il donne beaucoup de lui-même. Et peut-être pas titulaire forcément, parce que là, on a quand même trouvé une certaine structure. Mais pour aller embêter les adversaires ou pour mettre un surplus d'énergie sur une seconde mi-temps ou une fin de match, je pense que ça peut être une bonne option. Ouais, aussi, ouais. C'est toujours bien de récupérer des joueurs blessés dans un effectif. C'est toujours bien d'avoir l'effectif entier. Puisque tu peux faire les entraînements donc avec tous les joueurs, tout le monde est concerné, tout le monde est là, et je pense que lui, comme il a dit, il a eu quand même des galères cette année, et même jusqu'à la fin, on le voit qu'une reprise, tout le monde dit quand est-ce qu'il revient, pourquoi, là tout bêtement parce que des points se craquent et se réouvrent, quoi. Donc c'est toujours compliqué, c'est jamais acquis une reprise, quoi. Même si on donne une date, c'est voilà. Oui, c'est toujours une part d'inconnu, voilà. Donc c'est bien qu'il revienne. Il a l'air d'avoir un bon état d'esprit, et puis des joueurs blessés,
la fin de saison arrive, on sait que c'est la période où on commence à s'interroger sur certaines choses. Donc ça peut donner de l'énergie pour gagner une place, pour prouver qu'il a bien sa place dans l'effectif violet, quoi. Mais c'est vrai que c'est un gars sympa, comme a dit Sacha, quoi. Il a jamais été, on va dire, entre guillemets, il est très chiant. apprécié du public en plus. Il n'a jamais été chiant, il n'a jamais créé de problème. Sur un terrain, il a toujours donné ce qu'il pouvait donner. Marquer le but de la montée aussi. Ouais, aussi. J'ai toujours trouvé qu'il donnait, qu'il donnait son maximum. Après, on sait que c'est pas un top joueur, mais c'est le gars mais c'est le gars sur qui tu peux compter, quoi. Et sur le terrain. C'est un soldat. Et en dehors aussi. Et on sait qu'en dehors, c'est important aussi d'avoir des joueurs comme ça. Je serais curieux de voir ce que ça donnerait dans ce nouveau système, justement. Ouais, je le mettrais où d'ailleurs? Moi, je mettrais en rotation de Siro. Tout simplement pour attester. Je parle. J'aimerais bien voir ce que ça donne parce que du coup, ce serait un rôle où il y aurait plus de place aussi. Donc je pense que ça peut aussi être intéressant. Ça serait pas le même registre. Il a le volume de jeu pour. Ça serait pas le même registre. Au niveau physique, il pourrait pas porter forcément la même chose. Mais c'est pas grave si tu as inspiré un Caceres qui est derrière pour compenser aussi. Après, titulaire, c'est compliqué quand ça fait 6 mois que tu n'as pas joué. Oui, non, bien sûr, mais déjà de revenir. Moi, j'aimerais qu'on le revoie un petit peu dans le 11, même dans la rotation. Je pense qu'Antoine nous le dira aussi. C'est prévu, j'ai la question, t'inquiète. J'attends qu'on finisse. Le rythme, c'est important. En fait, tout le monde croit que tu reviens comme ça, bim. Non, le rythme de match, c'est le rythme de match. Il n'y a pas... Et il n'y a rien qui le remplace, en fait. Là, tu vois, moi j'ai loupé 2 mardis, là, 25 minutes d'émission, je commence à être un peu fatigué, je suis plus dans le rythme. Je le sens aussi. Antoine, en tant que coach, comment on gère ces retours de blessures et c'est genre, du coup, joueuses pour le coup, mais qui vont revenir, qui rechutent. Comment ça gère? Je pense que c'est beaucoup mental aussi, il n'y a pas que le physique, là. Ça peut l'être si on est pas dans un environnement forcément de confiance ou si on a des facilités à générer du doute après 1 ou 2 mauvais matchs. Mais pour Denis Genreau, comme pour la plupart des jeunes joueurs et joueuses en qui on fonde beaucoup d'espoir, si on accumule des blessures, là je vous entendais à juste titre, vous disiez, Denis Genreau, il n'a pas encore prouvé ou c'est difficile de l'imaginer titulaire, mais c'est un garçon, on ne sait pas quelle trajectoire il aurait pris s'il avait eu aucune blessure. Parce qu'il a été recruté avec plein d'espoir pour son évolution. Et quand on génère des blessures, tant qu'on ne s'entraîne pas et qu'on ne joue pas, la progression, elle s'arrête. Donc nous, c'est la crainte de voir arriver ça chez une jeune joueuse, chose qui arrive un peu plus souvent et notamment sur des blessures articulaires, on en parlera, mais c'est fréquent chez les filles plus que chez les garçons. Et le temps qu'elle passe à l'infirmerie, elle ne le passe pas sur le terrain. Donc pour Denis Genreau, ça a été malheureusement des mois et des mois de progression, de perdu. Et peut-être qu'aujourd'hui, s'il avait joué tout le temps, ce serait un joueur, on ne se poserait pas la question de savoir s'il doit être titulaire ou pas. Surtout que quand il était revenu à un moment donné avant sa première blessure, je me rappelle de l'époque de Bibiche, il était blessé, mais on avait comparé les stats et tout, il avait sa place et on ne disait rien entre guillemets, même en début de saison, il commençait souvent titulaire. Il était quand même bien présent. Moi je pense que... Moi, j'aimerais beaucoup qu'il reste. Après, ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais je pense qu'il y a un rendez-vous qui est manqué. Alors, c'est pas non plus... il va pas devenir Ballon d'Or, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça reste un bon joueur qui a un bon état d'esprit qui peut nous apporter quelque chose. Plus que certains. Après, moi, je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, d'un point de vue club, un joueur blessé, c'est un joueur inutile, en fait. Oui, mais là, peut-être qu'il va et donc, ça tu vois, sur quelque chose, tu vois. J'espère pour lui. Mais tu as des joueurs qui sont plus sujets aux blessures que d'autres. Et moi, j'en sais rien. Les données qu'on a, la manière dont il est perçu par le club et par le staff, mais le fait est que d'un point de vue purement économique et sportif, un joueur blessé, c'est un joueur inutile et c'est toujours difficile de revenir à un niveau qui était celui qu'on avait avant, voire même d'aller encore au-dessus. Ça, il n'y a que le temps qui pourra nous le dire. En tout cas, on espère. Nous, on était très contents de l'avoir. On était très heureux, très fiers aussi d'avoir pu échanger avec lui. Quelqu'un de très sympathique, de très souriant, de très disponible. C'était vraiment très, très agréable et on le remercie, Denis, d'avoir pris le temps. Et c'était vraiment quelque chose d'intéressant. J'espère que ça vous aura plu, cette petite pastille avec Denis Genreau. Merci au club, en effet, qui nous a permis aussi d'avoir ce petit entretien. On va passer au programme du week-end et ensuite on passera avec toi, Antoine, pour parler des féminines. Ouais, on va commencer avec la préformation avec la Fabrique Violette. Les U14 iront à l'Ardenne, les U15 recevront Béziers et les U16 iront à Montauban ce week-end. Les U17 sont allés chercher un nul ce mercredi à Rodez en match en retard. Le TFC est toujours 10e à seulement une victoire du top 6. C'est beaucoup mieux pour eux. Oui. La N2, donc ça sera le seul match à la maison du week-end. Ce sera contre Le Puy. Ce sera samedi à 18h sur l'annexe 1 du stadium.
Les 19 se déplacent à Marignane-Gignac, à ne pas confondre avec André-Pierre Gignac, dimanche à 15h. Les U17 seront seulement à quelques kilomètres des U19. Ça sera donc en même temps, en plus, dimanche 15h, l'Olympique revenant. On verra s'ils font bus commun, comme ça avait été fait il y a quelques semaines pour un déplacement dans la région Montpellier-Rennes, entre les 17 et les 19. Et la Détroit, on va en parler après plus longuement, mais déplacement à Nîmes ce dimanche à 15h et la R1. Très long déplacement au stade des Fontaines à Toulouse, le samedi à 20h contre Toulouse Métropole, le derby. mythique stade des Fontaines. Exactement. Ouais, on ne sait pas s'ils vont faire bus commun ou métro, on hésite. Et donc les 19, elles sont en repos. Repos officiellement ou il y a un petit match amical? On aurait aimé, mais c'est très difficile dans la période de trouver un adversaire. Et tout le monde joue en compétition. Donc repos. Repos. Et bien maintenant, après avoir présenté tout ça, vous pouvez retrouver tous les réseaux, je pourrais retrouver tout sur 1, 2, 3. Vous pouvez retrouver tous les matchs sur nos réseaux et les résultats à partir de lundi, donc sur la feuille de match sur Insta, sur Twitter et sur Facebook, avec les noms des buteuses aussi. Après mardi, tous les récapitulatifs dans les news. Maintenant, on va passer à l'entretien avec Antoine Gérard, donc coach du TFC féminine. Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, Pas mal le jingle, non? Très bon. Ce soir, Tu t'y vais un peu ou pas? je sais pas si vous allez m'annoncer. Je suis viré ou quoi, non? alors, jamais, t'es ouf, toi. T'as un deuxième chien apparemment que t'as à la maison. Voilà. Je sais pas, parce que là, ça fait un peu hommage, tu sais, comment c'est ça. Je sais pas, tu m'avais manqué. C'est Tu les m'avais manqué. punchlines de Fred qui sont très présentes. Quand même. Tu m'avais manqué, Fred. Je sais pas eu ma dose mardi de. C'est sympa. Mais Antoine, on a le plaisir de te retrouver dans les studios de Radio Occitanie. On s'est déjà vu plusieurs fois. On s'est au téléphone toutes les semaines. On s'était vu plusieurs fois à l'association. Là, on a le plaisir de te recevoir en plateau. On va commencer par la question, je pense, la plus dure de la soirée. Comment ça va? Très bien. Avec 3 points de plus pris contre l'Olympique Lyonnais le week-end dernier, ça irait encore mieux. Ouais. Mais ça va très bien. Très bien, très bien. Grosse saison pour les féminines. On est sur une très belle lancée. On est premier à égalité de points avec Cannes, du coup, suite à la défaite face à l'Olympique Lyonnais. Comment tu juges pour le moment, on va dire, cette saison? On entame la saison en septembre dernier avec la ferme intention de remonter tout de suite en D2 après être descendu. Et le club nous accompagne plutôt bien pour atteindre cet objectif-là. Et du coup, pour l'instant, on est dans les temps. On s'attendait à avoir un ou deux adversaires de gros calibre. C'est la SCAN pour l'instant qui est le plus proche de nous et qui nous suivra jusqu'à la fin du championnat, je pense, qui lâchera très peu de points. Donc ça va être une grosse bataille, mais pour l'instant on a notre destin entre nos mains et c'est pas le cas pour Cannes. 8 matchs qui restent, 8 finales. Ouais. Et quand on regarde le calendrier, alors après c'est du papier, ça reste abordable normalement, j'ai envie de dire. Mais la chance qu'on a, c'est que les deux oppositions sont derrière nous. Il va nous rester 3 équipes du top 6. Le Puy qu'on accueille dans 10 jours. Grenoble qu'on accueillera sur le week-end où les pros accueillent l'Olympique de Marseille. Et puis Clermont sera le match de clôture. Et puis on se déplace chez des candidats au maintien, dont ce week-end contre Nîmes. Et on sait très bien que sur les fins de championnat, aller chez les candidats pour le maintien, les candidates en l'occurrence, c'est jamais simple, quoi. Il y a un Cannes-Lyon, surtout dans 15 jours ou 3 semaines, Dans 10 jours. Dans 10 jours, Dans ouais, 10 jours, ouais. qui va être ultra important et qui peut être décisif, comme tu nous le disais mardi par le vocal, c'est que si elles envoient la même équipe qui est venue à Toulouse, ça peut vite les embêter, les Canaises, quoi. Canaises, pardon. Mais nous, c'est notre souhait, parce qu'on savait, en démarrant la saison, que la réserve de l'Olympique Lyonnais, ça pouvait être un épouvantail. Et la réalité, c'est que elles ont eu des difficultés à être régulières parce que c'est une équipe réserve qui aligne jamais le même 11. Nous, il y avait 13 joueuses qui avaient changé par rapport au week-end d'avant où elles avaient perdu à domicile. Donc, moi, je connais bien le coach adverse qui est un ami, qui est en formation avec moi cette année, d'entraîneur. Et je lui dis qu'une chose, je lui dis que j'espère juste que vous irez à peu près avec le même groupe pour pas que ça fausse le championnat. Mais en soi... Et on a notre destin entre nos mains, je le redis. Si on fait aucun faux pas, que Lyon batte Cannes ou pas dans 10 jours, ça changera rien à l'issue, on sera en D2 la saison prochaine. C'est pas un peu, pas gênant, mais se dire que tiens, il y a une équipe qui a
quelle opportunité de savoir à peu près qui monte ou qui monte pas. Enfin, c'est un peu mal exprimé comment j'ai mis. D'arbitrer, voilà. C'est pas un peu gênant quand nous, une équipe comme le TEF là, qui ambitionne de monter, ou d'autres équipes d'ailleurs, pas que nous, mais qu'on se dit que ça peut être vraiment un épouvantail et qu'au final, en fonction des équipes qu'elles envoient, ça peut pas fausser le championnat, mais un petit peu quand même. Ça l'influence beaucoup, mais on est première. Ouais. Oui. Si on gagne tout, on n'aura pas à se soucier de ce que vont faire les autres. Donc c'est un luxe, encore une fois, que n'a pas Cannes. C'est vrai. Et ça c'est cool. Ah oui. Ça c'est bien. En plus, c'est vraiment le discours depuis le début de la saison que tu as à chaque fois, et on le voit, et ça continue de se maintenir à ce haut niveau. Et d'ailleurs, par rapport à ça, vu la saison qui a l'air de la saison dernière, parce que c'était une saison de galère où on se rappelle que les 6 premiers mois ont été très compliqués. Après, il y a eu un mercato, il y a eu un ajustement, on a failli même croire au maintien. Ça s'est fait de justesse, on a loupé quelques points, on va dire, en début de saison. Mais est-ce que justement, avec le recul, alors peut-être pas maintenant aujourd'hui, peut-être plus à la fin de la saison, mais déjà aujourd'hui, est-ce que tu te dis pas que c'était quand même une bonne expérience aussi, que ça vous a apporté peut-être un supplément d'âme pour être vraiment les taulières de cette D3? Il y a 4 ans, quand on est descendu de D2 en R1, à la fin de la première période du Covid, à la fin du premier confinement, on a eu un renouvellement de génération complet sur l'équipe féminine. Alors en plus de ça, le rachat du club par Redbird, il y avait la descente la même année des garçons en Ligue 2. C'était tout le club qui se renouvelait un petit peu dans l'ensemble de ces projets. Et la section féminine a tout de suite aussi été érigée en priorité par à la fois les propriétaires et la direction dès les premières semaines. Donc en fait, on a mis en place un projet pour remonter et sur le plus long terme, pour même essayer d'aller se placer sur la plus haute division nationale, la D1 Arkema. Donc le petit défaut qu'on a eu, et j'en prends une certaine responsabilité, c'est qu'on est monté en D2 et on a conservé une ossature énorme de l'équipe qui était là la saison dernière, composée de la plupart des joueuses formées au club. C'était 70%, je crois, l'année de la montée. Et aujourd'hui, le 11 de départ, c'est 50% qui sort des U19 du club. Donc on a souhaité garder cet ADN-là, mais comme elles étaient toutes inexpérimentées par rapport au niveau national, ça a mis du temps à se mettre en place, à la fois pour elles et pour le staff. Et ce temps, malheureusement, on n'a pas pu le rattraper à la fin. Moi, je me demandais, c'est une réflexion qu'on a eu souvent pour l'équipe masculine sur les dernières années, de se dire, entre guillemets, c'est pas normal qu'on soit aussi bas parce que Toulouse, 4e ville de France, etc. Est-ce que c'est pas aussi une ambition d'avoir une équipe féminine qui fasse honneur à la ville tout simplement et à toute la communauté qu'il y a derrière? Parce qu'on sait que finalement, quand on regarde Toulouse par rapport aux autres gros centres urbains de France, on est un petit peu en dessous au niveau sportif, mais est-ce que l'objectif c'est vraiment de retrouver une place qui devrait être la nôtre, entre guillemets? Je pense que les ambitions du président, elles sont très élevées pour les garçons comme pour les filles, mais on n'est pas un club qui vit avec un budget de 100 ou 150 millions d'euros. Le football féminin aujourd'hui, ce sont encore une fois des investissements à perte parce qu'il n'y a pas de modèle économique, donc ça ne rapporte pas d'argent. À l'époque de l'ancienne direction, il n'y avait pas de souhait de la développer parce que justement ça générait des pertes financières pour le club, et je suis pas là pour juger les choix politiques de l'époque puisque c'était pas mon argent, mais je vois bien la difficulté qu'ont les clubs d'investir dans la durée de 1 à 3 millions d'euros pour leur section féminine chaque année, notamment en D1 Arkema. Il faut aller chercher des sponsors, il faut aller chercher des mécènes, il faut aller chercher des gens qui nous accompagnent dans le projet féminin. Ça met du temps, ça prend du temps. Mais la direction qu'a pris le club depuis la reprise, elle va dans le sens justement d'aller chercher ses partenaires, d'y aller progressivement, de ne pas injecter d'un coup 1 million d'euros parce que d'un coup on a envie de monter très vite ou de se maintenir, et du coup ça nous obligerait à sortir toutes nos jeunes formés au club pour aller chercher des joueuses de l'extérieur. On y va progressivement, avec nos moyens, et ils sont à chaque fois toujours proportionnels aux moyens qu'on met aux garçons. C'est-à-dire que si ça grimpe pour les garçons, ça grimpe un peu pour les filles, etc. C'est toujours un peu dans ce move-là, quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On gardera un petit temps à la fin pour poser toutes les questions des auditeurs aussi, donc n'hésitez pas à les mettre sur les réseaux. Moi j'ai une petite question du coup, pour un petit parallèle avec les garçons. Est-ce qu'au final cette descente a été, même si on n'est pas encore au bout de l'aventure, est-ce que cette descente était
bénéfique, un peu comme celle de la descente à l'époque en Ligue 2, elle fait quand même du bien pour reconstruire et repartir vers la Ligue 1. Si elle se fait sans rachat, je sais pas. Je sais pas. Là, pour le coup, c'est toute la manière de fonctionner du club qui a changé. Donc, on a profité de ça, de ce nouvel élan. Donc, oui, ça a fait du bien parce que ça nous a permis de repartir de zéro. Mais si on était resté quelque part avec les mêmes choix, les mêmes orientations politiques qu'avant, je ne sais pas si aujourd'hui on serait là où on est ou proche de monter. Parce que le football féminin, chaque année, demande de plus en plus d'investissement, de revenus. Et heureusement d'ailleurs, la situation des joueuses s'améliore d'année en année, même si ça ne va pas assez vite. Mais ça demande beaucoup d'argent au club. Voilà, il fallait accepter d'y aller, quoi. Ouais, j'aurais une question pour Antoine. Dans ton discours, tu parles souvent de formation, de 50% qui sont formés au club. Ça en est où au niveau... alors, je vais dire Midi-Pyrénées, mais bon, Occitanie, est-ce qu'il y a un maillage de fait? Est-ce que le TEF est très attractif? Est-ce qu'il y a vraiment un vivier? Est-ce que le club veut s'appuyer sur ce vivier-là s'il existe? Est-ce que pour toi, ça te paraît être compliqué? Ou alors il faut élargir un petit peu plus Moi, je pense que chez les garçons, le club s'est sauvé plein de fois ou a relevé la tête plein de fois grâce à sa formation. Pour moi, les filles doivent fonctionner de la même manière. Moi, je ne suis pas originaire d'ici. Je suis originaire de Nantes. Ouais. J'ai grandi dans les années où le FC Nantes ne vivait qu'au travers de sa formation. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit il faut que le TFC, en tout cas l'équipe féminine et la formation féminine, s'imbriquent dans l'Occitanie, à l'époque dans Midi-Pyrénées. Ouais. Et j'ai essayé au maximum d'aller chercher des partenariats avec des clubs ou de suivre des joueuses de la région pour les amener ensuite chez nous sur les années de lycée, etc. Moi, je pense que on est attractif aux yeux des jeunes filles. Montpellier est une structure qui a pris énormément d'avance dans le football féminin par rapport à nous et depuis de nombreuses années. Donc on est peut-être en concurrence un petit peu avec le Montpellier Hérault sur les jeunes filles d'Occitanie. Mais tout ce qui se passe autour du département de la Haute-Garonne et des départements limitrophes, globalement, le TFC garde une attractivité importante aux yeux des jeunes filles. Ouais, parce qu'en effet, sur Toulouse, on le sait, être pro-féminin, on n'en vit pas forcément. Et on a quand même un maillage d'entreprises, on a des universités, donc c'est quand même moyen d'attirer des jeunes filles, pour qu'elles aient un petit quelque chose à côté. Avoir un diplôme qui a de la valeur. Bien sûr. Bien sûr. Non, là, donc je pense qu'il y a un potentiel à Toulouse. Ouais, il y a un énorme potentiel. Ouais. Il faut juste l'exploiter en arrivant à professionnaliser celles qui sont déjà sorties des études et qui ne demandent qu'à vivre justement de leur passion, le football. Ça, on n'était pas en capacité de le faire avant. De plus en plus, on va, je pense, y arriver. Et puis, d'accompagner de la meilleure des manières celles qui sont pour l'instant non diplômées et qui, pour moi, doivent l'être avant de signer un contrat et de s'adonner que à la pratique du football. Au vu de la précarité du parcours professionnel d'une joueuse, c'est important qu'elle valide un diplôme avant de se lancer dans le foot professionnel. Il y a toujours du coup un intérêt de faire beaucoup de formations aussi à Toulouse. On a vu les 19 d'ailleurs qui ont très bien marché, on en parlera un petit peu après, mais qu'il faut rappeler, c'est une équipe de surclassés. Enfin, c'est pas que des 19, c'est des 17 pour la plupart, c'est ça. Donc c'est qu'il y a quand même de la relève qui arrive. Il y en a même aussi qui s'entraînent avec le groupe Pro. On a dans les 23 aussi des filles qui performent. Donc le TEF a quand même un bon vivier de jeunes joueuses, j'ai envie de dire. Il y a eu des retouches, on va dire, à l'extérieur, mais le vivier toulousain, un peu comme les pros, j'ai envie de dire, a une bonne base. Bien sûr, bien sûr. Et puis, on en fait profiter sur l'équipe Fagnon. Là, on a une jeune 2007 qui joue titulaire avec nous tous les matchs depuis le début de la saison. On en a une deuxième qui vient avec nous ce week-end, qui est dans le groupe pour la première fois de la saison. Il y en a une qui est en équipe de France en ce moment et qu'on va aussi essayer de promouvoir au fur et à mesure. Toutes ces jeunes joueuses, année après année, elles restent ici au TFC parce qu'elles sentent aussi que quand elles vont aller plus haut et qu'elles vont arriver en senior au niveau national, on va leur ouvrir la porte pour qu'elles puissent avoir leur chance, quoi. Après, sur ça, on en vient toujours au même point. Et moi, j'ai envie de saluer et de dire bravo à ces gens-là. C'est tout l'aspect du foot amateur, en fait. Parce que surtout, c'est les jeunes filles. Tu vois, il y a un âge où la puberté arrive et elles peuvent plus jouer en mixte. Et si t'as pas de structure, derrière, tu peux pas faire de détection. Et ce vivier qui existe, il se perd. Et t'en as plein qui arrêtent la pratique ou qui
il y a une impression de gâchis finalement, parce qu'il y a plein de joueuses talentueuses et c'est important qu'elles puissent se montrer. Donc moi, c'est le foot amateur, on sait que il n'est pas dans son meilleur état actuellement, et j'en profite parce que j'ai vraiment envie de saluer tous ces gens-là, parce que c'est aussi eux qui font fonctionner ce monde-là, surtout quand on voit que au niveau professionnel, on n'est pas aussi avancé chez les filles que chez les garçons. Donc moi, j'ai envie de rendre hommage à ces gens-là. Et surtout que moi, je suis convaincu, par rapport à la question que Fred posait tout à l'heure, qu'en Occitanie et dans la région toulousaine, il y a beaucoup de joueuses talentueuses et qu'il y en aura encore plein. L'objectif, c'est toujours la montée en D1 pour la section, mais sur du moyen terme, j'ai envie de dire. Oui, sur du moyen terme. Parce que aujourd'hui, on n'est pas prêt dans les structures. On n'est pas prêt à y aller sur un très court terme sans sacrifier les jeunes joueuses qu'on est en train d'emmener là-haut. Donc autant pour l'instant y aller étape par étape. Leur permettre, elles, de se jauger par rapport déjà à une division 2 qu'on aimerait atteindre à la fin de la saison. Et c'est en jouant à ce niveau-là et en se confrontant à ce genre de problématiques qu'elles vont réussir à franchir les paliers. Comme de nombreux joueurs du groupe professionnel qui sont arrivés par le biais effectivement de l'analyse data de championnats un peu moins médiatisés, qui avaient besoin de se jauger sur un championnat un peu plus relevé qu'est la Ligue 1, et ils franchissent des paliers de la même manière. Alors que si on les avait mis dans un effectif d'une top équipe de Ligue 1 ou d'un championnat espagnol ou italien, peut-être qu'ils auraient passé leur temps sur le banc et finalement leur potentiel, on ne l'aurait jamais vu s'exploiter. Pour les filles, c'est la même chose. C'est pareil, ouais. En parlant de structure, vous jouez sur l'annexe 1, du coup, généralement. 5. Ce 5, pardon, pas le 1, oui, le 5 c'est le Brice, oui. Il y a eu des délocalisations aussi en début là, de saison à cause de la Coupe du Monde. Nous, c'est vrai qu'entre nous, on se pose souvent la question, mais à quand un stade pour les filles ou quelque chose? Est-ce que c'est quand même dans les tuyaux? Est-ce qu'il y a une volonté de la part du club, ou pour le moment, on n'en est pas encore là, j'ai envie de dire? Si, il y a une vraie volonté de la part du club d'améliorer, on va dire, l'offre spectateur. Là, actuellement, le terrain 5 Bristaton, il correspond aujourd'hui à la communauté de supporters qu'on génère, qui est pour l'instant assez réduite. Notre histoire, elle est relativement jeune, en tout cas avec cette nouvelle direction. Mais si on atteint cette division professionnelle qui est la D2, qui est censée devenir professionnelle au 1er juillet 2024, si on atteint la D2 à la fin de la saison, il est clair que pour générer une communauté de supporters au fur et à mesure de plus en plus nombreuses, il va falloir qu'on leur offre quelque chose d'un peu plus confortable, à la fois quelque chose pour s'asseoir, pour regarder le match, des toilettes, une buvette, voilà, chose qu'on n'a pas pour l'instant. Et c'est une vraie réflexion de la part du club d'améliorer les conditions générales de l'équipe Fagnon féminine. Donc voilà, c'est encore en cours de discussion, mais on devrait en toute logique quitter l'annexe 5 Bristaton pour la saison prochaine. Et ça serait un stade du coup hors stadium, ou on ne pourra pas demander à la métropole toulousaine ou au conseil départemental de créer un stade de toutes pièces pour les filles. C'est pas dans les tuyaux. Ce qui est certain, c'est que en D1 Arkema, il y a une obligation qui vient de sortir, qui est l'obligation d'accueillir 5 matchs premium dans le stade de l'équipe masculine. Donc ce ne sera pas une obligation en D2 pour nous, mais le président Comolli a la vraie volonté que les filles se produisent un peu plus souvent sur la pelouse du stadium, soit en marge d'un match professionnel, en levée ou en baissée de rideau, soit même de manière indépendante sur un week-end où les pros sont à l'extérieur. Ce serait chouette, ça. Ouais. Ce serait top. Hein. Nous, on se plaint souvent que les féminines et les jeunes jouent en même temps que les pros, et du coup, quand on essaie de jongler entre tout, les calendriers... un effort pourrait être fait quand même. On est en droit de penser que... Je pense qu'il y aurait plus de monde. Des fois, ça tombe mal, tu vois, mais quand même, ça arrive assez souvent, ce genre de choses. Moi, je pense que l'histoire du stade... le lieu, on l'a. Et peut-être que le club pourrait réfléchir à... Fred la bonne radasse, vas-y. Non, mais bon, tu pourrais aménager... Il y a quoi? Il y a 4 terrains? 5? Les annexes, 5. Ouais. 5, ouais. Tu pourrais en faire un, tu peux monter des tribunes, et ça te fait ton second. Mais ils ne sont pas les seuls à maîtriser, c'est la métropole le problème. Enfin, je ne les accuse pas, mais Après, je veux dire, c'est eux qui sont décisionnaires sur ce genre de choses aussi. En tout cas, le TFC n'est pas propriétaire des lieux. Oui, je sais. Donc, mais je pense que s'ils proposent de monter des tribunes à leurs frais, bon.
Non, mais ça pourrait être quelque chose, tu vois. Fait bon, Oui. tu aurais un stade à côté. Après, pour défendre le club, quand on voit combien de temps le les grand Indians stade sont mis et pour le avoir petit juste stade. leur perchoir et la sono. 15 ans. Ouais, non, mais là, on n'est pas sur la même. Donc, oui, bah alors tu imagines On ça. n'est pas alors. sur la même chose, je pense. Là, c'est quand même Oui. fait bon, c'est une Bien, je suis section d'accord. qui fait pleinement partie du club, qui peut-être dans 2-3 ans va être amené donc à avoir son propre stade, quoi, et son propre lieu de vie aussi, son propre. Et bon, il faudrait pas trop non plus que ça prenne du retard, quoi. Pour parler un peu de sportif, on va en parler un peu d'autres choses. Pour dimanche, est-ce que le groupe est au complet? Est-ce qu'on a des blessés? Est-ce qu'il y a des retours de blessures peut-être? Normalement, non, il y a tout le monde qui était là. Ouais, de manière générale, les filles sont en bonne santé en ce moment. Donc, normalement, le groupe devrait être à peu près au complet, hormis 2-3 filles qui reviennent de blessures. Voilà. Mais Comment ça se passe sur un match extérieur comme ça? Il y a une mise au vert, on part la veille, on part le matin. sur un déplacement aussi court que celui de Nîmes, on part un peu plus tôt pour pouvoir manger sur place. Ouais. Et après, on va directement. Enfin, on fait le déplacement dans la journée. Dès que ça dépasse 3-4 heures de route, on se déplace toujours sur 2 jours. 2 Ok. jours avec, on dort à l'hôtel. Mais comme une équipe pro. Oui, voilà, on se déplace en bus, on dort à l'hôtel, on dort pas sur la même gamme d'hôtels que les joueurs professionnels, bien évidemment, et c'est normal. Mais on est plutôt très bien lotis par rapport à plein de clubs de notre division qui se déplacent, eux, des fois sur 6 heures de route dans la journée pour rentrer dans la nuit. Après, enfin, je pense à nos voisines de Colomiers, Ouais. qui sont pas dans les mêmes conditions que nous. Ouais, c'est vrai que c'est plus compliqué là, puis ça doit jouer aussi sur les performances. C'est pas ça doit jouer, ça joue sur les performances. Bien sûr, ça joue. Sacha, t'avais préparé des questions. J'ai vu qu'il y avait J'en plein de ai nouvelles mis questions, quelques-unes, là. des Est-ce que tu choses veux qui les faire ou tu veux m'intéressent. que je les dise? Je t'en fais une ou deux, parce que là j'y pense maintenant. Mais moi, tout à l'heure, on parlait Quel travail de la fameuse communauté. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Parce que j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, au TFC, en termes de mise en avant et de communication, il y a quelque chose qui se fait quand même. On essaye de mettre aussi les féminines en avant, ce qui est pas forcément le cas dans tous les clubs, y compris aux échelons au-dessus. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes satisfait à l'heure actuelle, la place qu'il y a qu'a la section féminine dans la communication du club, ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Je pense que depuis 4 ans, on est un club qui détonne un peu à notre niveau de compétition actuel sur notre place sur les réseaux sociaux. Parce que rien que la page Instagram génère, je ne sais plus si elle génère 25 000, je crois, actuellement. Ce qui est, pour un club de Détroit, on doit être le seul dans ce cas-là. 26 500. Voilà, Donc 26 000. Donc il y a un gros boulot qui a été fait il y a 4 ans, parce qu'on venait de tomber au niveau régional, un peu aux oubliettes quelque part, et on a essayé de miser aussi là-dessus, sur le fait de générer une image attractive sur les réseaux. Le club est déjà très bon sur le plan de la communication, sur le plan national, en tout cas sur la section masculine, et on a essayé de joindre les manières de faire pour avancer ensemble, et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Et pour la petite anecdote, il y a à chaque fois qu'on accueille une nouvelle joueuse, elle espère absolument passer sur la page Instagram, parce qu'elle sait que ça va être original, que ça va être qualitatif, etc. Et on sent qu'elles y tiennent beaucoup. Non, mais c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de générer une communauté, de faire venir des gens, et tous ces projets de stade, etc. Enfin, le public, on sent qu'il est là. Et il y a de l'engagement. Et c'est vrai que, mine de rien, j'englobe un petit peu tout, mais si l'émission n'existait pas, si les publications sur Insta, sur Twitter, elles n'existaient pas, je sais même pas si je saurais citer 5 joueuses de la D3 à l'heure actuelle. T'écoutes? Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc, franchement, ça amène vraiment quelque chose, et j'ai l'impression que... Alors, je vois pas trop comment ça se passe ailleurs, mais j'ai l'impression que vraiment les efforts qui sont faits, ils sont faits dans le bon sens actuellement sur ce niveau-là, en tout cas. Ouais, Voilà. ça je suis d'accord. Moi je pense qu'il y a déjà, si on n'avait pas les mêmes horaires que les gars, il y aurait un peu plus de monde aussi qui viendra. Il y aura pas non plus 10 000 personnes, mais je pense que ça doit jouer dans... Ça joue, dans un certain le niveau joue, Oui, c'est un tout. le confort du spectateur ou de la spectatrice quand elles viennent sur le complexe. Pour moi, tout ça doit franchir un palier au fur et à mesure, et ça va le faire. Il y a quand même un effet grand match, quand même, parce qu'on se rappelle des matchs importants. La communauté s'en rend compte. Il y a forcément un peu plus de monde aussi que des matchs qui peuvent être aussi au creux de la saison. Donc il y a aussi cet engagement qui existe.
Oui, tout à fait. Je pense qu'on avait cumulé 600 spectateurs le jour de la montée contre Monaco. Je pense qu'au début du match contre Nice au Stadium la saison dernière, qui n'avait pas été malheureusement un match de grande qualité de notre part, mais je crois qu'il y avait 3500 ou 4000 qui étaient restés 3000 au début. 3000 ou 4000, ouais. 3 ou 4000 qui étaient restés au coup d'envoi. Voilà, l'idée c'est que dans quelques temps, les 3 ou 4000 qui sont là au début, ils soient aussi là à la fin, parce que bien évidemment, il y avait de moins en moins de monde au fur et à mesure du match, et il faut qu'on amène le spectateur ou la spectatrice à s'intéresser vraiment au parcours de cette équipe féminine. Il y a aussi des pistes pour de la diffusion dans le second temps, de retransmettre les matchs ou pas forcément, c'est encore trop compliqué. La D1 a été achetée par Canal+, sauf, j'ai pas à ma connaissance le fait que ça doit changer dans les années à venir. Normalement, c'est Canal qui va garder la D1 Arkema. Et la D2, je pense que dans un premier temps, comme beaucoup de divisions semi-professionnelles masculines, ce serait bien qu'elle bascule sur FFF TV et que au fur et à mesure, les gens aient accès au match. Mais bien sûr que ça participera à tout ça. Déjà, ce sera potentiellement une rentrée d'argent future pour le club si une chaîne arrive à acheter les droits de la D2. Voilà. Il y a beaucoup de travail qui est fait à la Fédé en ce moment, et notamment par Jean-Michel Aulas, pour essayer de créer une société commerciale, ou en tout cas un modèle économique autour des divisions nationales. Par rapport au foot national, Hervé Renard qui quitte le poste après les JO. Du coup, Antoine Gérard postule ou il reste au TFC ? Antoine Gérard, il est sous contrat avec le TFC en cas de montée à la fin de la saison, et il est très heureux ici. Non, mais plus sérieusement, cette équipe féminine aussi, je pense qu'elle est un peu locomotive de tout ça. Cette équipe de France, les observateurs disent souvent qu'on a loupé le coche avec la Coupe du Monde en France aussi, quand les filles avaient organisé la Coupe du Monde. C'est une belle performance au JO. Je pense que ça ramènerait un peu de bonus, on va dire. Bien sûr. À tout le football féminin. Au même titre que la Coupe du Monde 98 nous a lancé dans une nouvelle ère sur le football masculin. Bien sûr qu'on a besoin d'un résultat. C'est top d'avoir une personne qui arrive du football masculin et qui aussi s'intéresse quelque part au fait de manager des jeunes femmes qui sont internationales dans leur pays, parce que ça aussi, ça aurait été Hervé Renard ou un entraîneur de renom de sélection nationale à la tête de l'équipe féminine. Il y a quelques années, c'était inconcevable. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient attractif parce que ça a pris une autre ampleur. Donc, c'est top. Et on va vers le mieux quand même. Je pense. Oui. Je pense, ouais. Pour finir, après on finira avec des questions des auditeurs, mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est quoi une semaine d'Antoine, coach du TFC féminin ? Qu'est-ce qu'il fait dans sa semaine ? Beaucoup de séances d'entraînement, je présume. Alors oui, Antoine, il est pas seulement entraîneur de la D3 féminine, il est aussi responsable de la section dans son ensemble. Donc là, on est dans la période importante de projection vers la saison d'après, sur les projets de structuration, la gestion des effectifs, et notamment les jeunes qui, dans leur cursus scolaire, doivent intégrer notre lycée partenaire, le collège, etc. Là, on est en train de créer une classe à horaire aménagé sur un collège toulousain, le collège Clément Cisor, qui est à Saint-Cyprien. Donc on va faire rentrer 2 générations 4e, 3e sur le collège Clément Cisor. Les garçons avaient leur structure sur le collège Berthelot, et les filles vont avoir la leur sur le collège Clément Cisor. On est dans les tuyaux pour ouvrir un centre de formation dans les années à venir, en sachant que pour l'instant, il n'y a que 6 clubs qui ont ouvert un centre en France à la rentrée dernière. Les clubs de D3 et D2 ne sont pas éligibles pour le moment, mais ça va venir. Donc, mon rôle, c'est d'essayer d'être dans le présent et d'amener l'équipe vers la performance pour monter en D2, mais aussi de me projeter sur l'avenir et de me dire comment est-ce que le TFC peut construire les bases de demain, à la fois sur le plan humain, mais aussi sur le plan structurel. Voilà. Et ça occupe facilement mes journées. C'est ce que j'allais dire, ouais. Ça a l'air pas mal, ouais. Ça a l'air pas mal tout ça. Est-ce que tu peux nous donner un petit mot sur les 23 aussi, sur les U19, en tant que responsable, comment tu trouves leur saison ? Alors les 19 qui ont bien performé, là, qui sont en excellence du coup pour le moment, mais qui, comme on disait tout à l'heure, c'est une très jeune génération, et les U23 qui tiennent la baraque, j'ai envie de dire, en Régional 1. Les U19, là encore, ça fait 2 ans qu'on va au barrage d'accession à la phase élite. On y était il y a 3 ans en phase élite. Donc on s'inscrit parmi les 8 meilleures équipes du pays chez les jeunes.
pour une équipe qui a son équipe senior en D3, c'est vraiment particulier. On est très heureux et fiers de ça. On aimerait surtout que ces jeunes filles puissent être au meilleur niveau possible parce que ça leur fait les meilleures oppositions possibles, mais surtout qu'on arrive chaque année à promouvoir 2 à 3 filles d'une génération sur le groupe d'entraînement, pourquoi pas sur le groupe de compétition. C'est ça l'objectif de l'équipe U19, au-delà de performer dans le championnat national. C'est avant tout qu'on puisse sortir des jeunes filles capables de jouer avec les seniors sur les 2 premières divisions. Et après, sur les 23, donc ça, c'est un changement de cette saison. L'équipe réserve, pendant les premières années où moi j'étais au club, était une équipe avec des années d'âge différentes, des joueuses expérimentées, d'autres moins expérimentées. Mais elle avait pour moi pas vraiment sa place dans le cursus de formation et de post-formation d'un club professionnel. Et c'était important qu'on la rajeunisse pour finalement qu'elle accueille les joueuses qui, sortant des 19, n'étaient pas tout à fait prêtes à jouer sur l'équipe senior Fagnon, et qu'elle puisse leur permettre d'avoir un entre-deux. Et dans les projections, bien sûr, à l'avenir, à moyen terme, on aimerait, si les D2 peuvent créer un centre de formation, qu'on amène cette équipe réserve en D3. Si on a la chance de monter en D2 à court terme. Une question d'auditeur. Oui, on a Fitz31 sur Twitch qui nous demande par rapport à la data, est-ce que les cellules recrutement fonctionnent de la même façon que celles des garçons ? On n'a pas il n'y a pas de données data en dehors des premières divisions européennes. Les grosses bases de données data sont vraiment orientées que sur l'AD1 Arkema et les premières divisions espagnoles, italiennes, allemandes. Nous, on peut pas aujourd'hui aller chercher des joueuses en se basant sur les données. Donc, on le fait à la connaissance de la joueuse. Heureusement, le milieu féminin est un peu moins fourni que le milieu masculin en termes de licenciés, donc c'est plus facile d'aller les chercher ou de les connaître. Mais le jour où la data va se diffuser, et en même temps que la médiatisation des matchs des deux, bien évidemment, on se servira de cet outil qui, quoi qu'on puisse en dire, a plutôt bien fonctionné avec nos professionnels ces dernières années. Est-ce que tu aurais un petit mot s'il y a des jeunes filles qui regardent l'émission, qui hésitent à se mettre au foot ou qui veulent venir au TF, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je pense que là, on a passé l'étape de l'environnement familial qui refuse que les jeunes filles elles fassent du foot parce que c'est un sport de garçons. Ça, c'était une autre époque. Je pense qu'aujourd'hui, il y a moins de freins. Donc, je leur dirais, regardez les JO cet été, regardez la victoire finale de l'équipe de France aux Jeux Olympiques, que ça vous donne envie de faire du foot. Et si vous avez des qualités particulières, restez avec les garçons le plus longtemps possible. Ouais. Parce que c'est l'accès le plus favorable au haut niveau. Et au TFC, on lance à partir de cette année la mixité en interne, chose qu'on faisait peu. Mais il y a 2 joueuses, notamment, qu'on va essayer de faire intégrer au groupe de la préformation masculine U14, U15 l'année prochaine à l'entraînement. Et ça s'était pas fait depuis... Il y a une joueuse qui avait fait ça il y a quelques années, c'était Mathilde Bourdieu, qui joue aujourd'hui au Paris FC. Et ça va favoriser grandement l'évolution des jeunes filles vers le haut niveau. Mais écoute, on arrive à la fin. C'est déjà, on a encore plein de questions. On arrive à la fin. En tout cas, merci beaucoup, Antoine. Merci. J'espère que tu as passé un bon moment. On en sait un peu plus encore sur la section féminine. Alors après, s'il y en a qui veulent encore écouter plus, on a fait une interview l'année dernière, il y a 2 ans, où on parle encore aussi de tout ça. Donc dimanche, 15h à Nîmes. Un petit prono ou pas, où on se prononce pas ? Il n'y a pas de prono à donner. Il faut gagner. De toute façon, il faut gagner. Et on a joué tous les matchs depuis le début pour aller les gagner. On va essayer d'aller gagner à Nîmes. Merci beaucoup en tout cas, à très vite, à mardi déjà pour le retour de match, mais merci beaucoup d'être venu dans l'émission, c'est toujours un plaisir de te recevoir et d'échanger sur le football féminin et de mettre aussi en lumière un peu le foot féminin. Merci Elliot. Avec plaisir. Merci Fred. Avec plaisir aussi. Merci Sacha. Avec plaisir aussi. Merci Vincent. Merci à toi Camille. Et je n'ai pas posé la dernière question, Sacha, je la poserai en off. Pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. Bon match pour dimanche. Nous, on essaiera d'être là. Moi, j'avoue qu'à chaque fois, je dis ça, mais à chaque fois, ils ont toujours les mêmes horaires. Il y a Lyon, c'était possible. Bon,
J'ai eu des choses plus importantes à gérer, on va dire, personnellement. Tout à fait respectable. Mais bon, il y a du monde. Je sais que Media Tolosa y était par contre. Ouais, on essaye le plus possible de relayer, d'aller suivre les résultats parce que ça nous intéresse fortement. Et on a bien fait d'y être, j'ai envie de dire, parce qu'on a pu croiser plein de monde, c'était très enrichissant et on continuera d'y aller. Ouais. On essaye en tout cas de remonter du monde. On fait tout ce qu'on peut. Bonne fin de saison, Antoine. Bonne soirée à toutes et à tous. Bon match pour demain pour l'équipe de France. On se retrouve mardi à partir de 20h sur Radio Xtania. Ciao. Ciao.